die moment is voor ons ook een uniek, misschien voor de eerste keer. Denken wij dat volgende keer gaan we ook samen zitten ergens, misschien met de Congolezen, ja, Moam, ja, Kipale Moam, ergens bij mama Congolees of bij mama Boatu. Dan kunnen we zo samen gaan eten en dat is voor ons echt heel belangrijk. Dames en heren, onze burgemeester Bart de Wever. On a géré cette ville depuis 6 ans. On a commencé avec pas mal de problèmes. D'abord, il y était le problème financier. La ville était presque faillite quand j'ai commencé. On a dû faire des économies pour 430 millions d'euros. Donc c'était un travail énorme. J'espère que vous n'en avez pas vu trop, parce que quand vous voyez que la ville est en train d'économiser, c'est pas bon. Mais c'était un travail énorme. On l'a fait en diminuant le nombre de gens qui travaillent pour la ville. On a profité un tout petit peu du vieillissement de la population. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur pension. Donc en ne pas remplaçant des gens et en réorganisant tout le temps, on peut faire des économies, des optimalisations tout le temps, mais c'était un travail de tous les jours, vraiment de tous les jours. On a pu le faire et on a même réussi d'augmenter le montant, donc on a diminué l'exploitation de la ville, d'augmenter le montant d'investissement. Et j'espère que vous avez constaté ça. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas à Anvers. C'est ce qu'on dit, qu'on travaille trop. À Anvers, ça je peux comprendre, c'est difficile, donc on est en train de construire une nouvelle ville. Aussi pour les piétons, mon rêve c'est qu'on peut aller de la gare centrale jusqu'à l'Escauve sans interruption de voiture. Et on va y arriver. En septembre, on aura le square à l'Opéra, ce sera formidable. Après le tour de Boerentoren, vous le connaissez, là il y a encore point de blocage qu'on va, on a une solution, après que le square est fini, on va fixer ça. Et le dernier blocage, c'est quand on va du Sakura jusqu'au Steen. Là, on doit, la prochaine législature, encore faire un tunnel et ce sera fait. Et alors, on peut aller marcher sur la plus belle avenue d'Anvers, de la gare centrale jusqu'à l'Escauve sans interruption. Et aussi sur les quais, on est en train de refaire tous les quais. Ça, c'est mon rêve personnel, on est en train de travailler énormément. La situation sociale de la ville. On a dû économiser beaucoup. Et on l'a fait sur tous les domaines, sauf un, ce sont les affaires sociales. On a augmenté les moyens de l'échevin qui s'en occupe avec 20%. Parce qu'il y a un problème de pauvreté dans cette ville. On a attiré beaucoup de gens. Partout du monde sont venus à Anvers pour vivre comme citoyens. On doit offrir des chances à tout le monde. Mais ce n'est pas une évidence, ce n'est pas facile. Et je pense que c'est le problème majeur pour l'avenir d'Anvers. Il y a un paradoxe énorme. Sur le plan économique, on est très bon. On a eu des moments difficiles, mais depuis 5 ans, on va de record à record. Le port fait record après record. Donc il y a 4 ans, on a fait un record, il y a 3 nouveaux records, 2 ans, un record. Cette année-ci, on va refaire un record. Le commerce pousse énormément. Aussi, toutes les grandes entreprises sont en pleine forme. Et quand je suis devenu bourgmestre, quand j'ai visité les grandes entreprises de la ville, tous les grands entrepreneurs m'ont dit « Bon, on a des problèmes avec la mobilité, il y a beaucoup, les coûts de salariaux, c'est un problème, ok. » On a dû s'en occuper avec le mouvement fédéral aussi. Maintenant, si je fais le même tour, ils plaignent encore, hein, tout ces affaires, ils plaignent toujours. C'est comme un agriculteur, quand il ne plaint pas, allez, ça n'existe pas, il se plaigne toujours. Mais le problème numéro 1 maintenant de toutes les entreprises, mais de toutes les entreprises qui vivent, on ne trouve pas des gens pour travailler, on a plein de vacatures. Il y a des centaines, des milliers de vacatures, et en fait, j'en ai jamais eu tant de vacatures, mais on ne trouve pas les gens. Mais je vois dans la ville qu'il y a des milliers de jeunes sans emploi. Le taux de chômage est le double du moyen flamand. En Flandre, on est en train de tomber jusqu'à 6%,
c'est presque pas de chômage, hein, parce que si on est à 5%, c'est ce qu'on appelle le chômage de friction, on n'a presque pas de chômage. Mais à Anvers, on est encore à 14%. Quand j'ai commencé, on était à 16%, mais je suis encore à 14%. Et quand je vois qui sont les gens qui ont énormément de difficultés à trouver un boulot, ce sont les jeunes, et surtout les jeunes d'origine étrangère, qui ont énormément de difficultés. Donc, si on n'arrive pas à faire un pont entre le talent des générations des jeunes, de la jeune génération d'Anvers, et les possibilités de la nouvelle économie anversoise, on va avoir des problèmes gigantesques. Ça, c'est un problème énorme. Donc, dans les affaires sociales et dans l'enseignement, on n'a pas fait des économies, bien au contraire. Au contraire, on a les moyens d'investissement dans l'enseignement de la ville, parce qu'il y a aussi l'enseignement de la Flandre et l'enseignement privé catholique, mais l'enseignement de la ville, donc le réseau scolaire de la ville, on a augmenté les investissements de 70 millions jusqu'à 180. Donc on a plus que doublé, presque triplé les moyens. Et ce n'est pas encore assez. Je pourrais encore parler un grand problème, mais je suis ici pour répondre à vos questions et aussi pour discuter un peu. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer de parler pendant des heures et des heures. Non, vous devez pas rester debout tout le temps quand je parle. Peut-être encore un sujet. Ce qui me donne beaucoup de soucis, c'est le prix des maisons pour louer, certainement pour acheter une maison. Si on a un problème, on constate que beaucoup de gens qui vivent dans la ville, quand ils ont 30 ans, et c'est le moment où on veut acheter une maison, on a une famille, il y a des enfants, on doit faire des grandes décisions dans la vie. Où est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? Est-ce que je peux acheter une maison? Mais on doit aller à la banque et pour 25 ans, 30 ans, on est fixé. Donc ce sont des grandes décisions. Et on constate, on a vu dans les statistiques, que ce moment est souvent le moment où on quitte la ville. Et je me suis demandé pourquoi. Mais ce sont les prix des maisons. Quand c'est plus bon marché de quitter la ville. Aussi un peu l'idée que les écoles hors de la ville sont meilleures que dans la ville, ce qui est une mauvaise idée, c'est pas correct je pense, mais la perception c'est tout. Quand les gens le croient, c'est une réalité sociologique. Hein? Donc ils agissent sur une perception qu'ils ont et ils quittent la ville. Et pour la ville, c'est pas bon. Donc on doit se focaliser, chaque raison pour laquelle on quitte la ville, on doit s'en occuper pour améliorer. Et un des plus grands problèmes, c'est si on ne fait pas des efforts, on va se retrouver dans une situation comme Amsterdam, comme München, où on a déjà ce qu'on appelle the New Urban Crisis, une crise urbaine, où c'est devenu vraiment, pour quelqu'un normal, c'est devenu. Personne ne peut encore acheter une maison. Et on doit éviter que ça se produise ici à Anvers en élargissant, on doit élargir la ville. Et c'est pour la raison, vous voyez, dans le sud de la ville, qu'on est en train de construire des nouveaux quartiers. Dans le nord aussi. Il y a beaucoup de critiques sur cette politique parce qu'on attire beaucoup d'investisseurs du secteur privé et on leur donne l'opportunité de construire. Mais si je pense que c'est inévitable. Si c'est dans l'économie, il y a la demande et l'offre. La relation entre les deux fait le prix. Donc on doit augmenter l'offre d'appartements et de maisons pour des familles. Et c'est pour la raison qu'on travaille tellement et qu'on attire tellement des investisseurs et qu'on a fait tellement de grands projets pour élargir la ville et renverser des quartiers comme le Slachthuis-site et des autres, le Renault-site ou des anciens sites industriels pour les renverser et les changer dans des quartiers pour des familles avec des maisons qu'on peut encore payer. Ça, c'est quelque chose pour notre avenir que je crois qui est vraiment crucial. Mais bon,
Je pense que j'ai parlé assez de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire encore. Je veux bien répondre avec votre question et écouter un tout petit peu votre souci. Et c'est ce que vous voulez, les changements que vous désirez dans cette ville. C'était intéressant pour moi de noter ce que vous voulez, ce que vous voyez et de ce que vous rêvez dans cette ville. Merci. Merci à vous tous. Meneer de burgemeester, dank u wel om vandaag hier aanwezig te zijn. Het is voor ons heel belangrijk om u te ontmoeten. Avenir, die deze evenement heeft georganiseerd, heeft mij verteld dat u vandaag hier ging komen om de Congolese bevolking te ontmoeten. Het is voor ons een première, zal ik maar zeggen. En ten tweede, wij bedanken u en we willen ook uw partij bedanken op voorhand van wat u voor de Congolese bevolking gaat doen in de toekomst. Wij hebben u horen spreken over sociale problemen. U bent de burgemeester van Antwerpen. Ik ben persoonlijk een jong gast die hier al ongeveer, laat ik zeggen, 26 jaar woont. Ik kom van Congo. En ik heb altijd hier gewoond. Ik vind Antwerpen op een positieve weg evolueren. Sinds dat u burgemeester bent geworden, gaan we zeggen dat er een aantal zaken, een aantal, zal ik zeggen, zaken veranderd zijn. En u hebt voor mijn ogen een positief werk gedaan. In het algemeen is alles rustig in Antwerpen. Ten opzichte van andere gemeenten, ten opzichte van andere landen, is België in het algemeen een vrij rustig land, omdat jullie samen met de regering toch wel goed werken en presteren. Voilà, dat is een van de grote boodschappen die ik wou brengen. En we willen in de toekomst met jullie en met uw partij goed samenwerken, zodat jullie ook kunnen luisteren naar onze bezorgdheden en samen kunnen werken om onze, ik zal zeggen onze, want er zijn heel veel Belgische Congolezen hier die de Belgische nationaliteit hebben. Dus ik zal zeggen om onze stad Antwerpen verder op te bouwen, want ik zie dat er heel veel werken zijn hier in Antwerpen en er zijn waarschijnlijk heel veel vacatures die openstaan. En daar is ook een van de grootste redenen dat wij met jullie willen samenwerken om onze dienst te bieden. On prend quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? On prend une question dans le fond de la salle. Je suis Christophe Beya, je suis pasteur ici à Anvers. En qualité de pasteur, je gère des gens, j'ai géré les gens, j'ai géré des situations aussi. Ma première question, elle est pratique. Ma fille travaille comme responsable dans un intérim. Vous parlez ici de l'emploi au niveau de notre communauté. Et ce qui est difficile, c'est que pour trouver la main-d'œuvre, ces entreprises donnent déjà des instructions au bureau d'intérim pour dire pas telle nationalité, pas telle nationalité, pas telle nationalité. Et donc, avec tous les soucis que vous avez, d'essayer de réduire le chômage au niveau de notre communauté. L'État ne va pas employer tout le monde. Il y a l'État, il y a le privé. Mais au niveau du privé, il y a déjà ce barrage-là. Je ne sais pas quelle solution on peut trouver par rapport à ça. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est que j'en profite parce que j'ai ici le bourgmestre et j'ai en même temps le président de la NVA. C'est par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été fait, ce qui a été dit. Mais dans le cas où nous arrivons à la fin de l'année et qu'il n'y a pas élection au Congo, quelle est la position de la NVA? Merci.
Votre première question, c'est une question sensible. C'est la question de discrimination qui existe. Et sans doute que ça existe. Donc il ne faut pas nuancer ça ou dire que ce n'est pas vrai, ça existe. Donc on a adopté il y a 1 an avec le gouvernement fédéral un système qui permet, s'il y a des vraiment soupçons qu'il y a une entreprise qui ne veut vraiment pas donner des emplois à des gens d'origine étrangère, de faire des essais, donc c'est ce qu'on appelle le mystery count, pour constater d'une façon objective est-ce que c'est vrai ou non. Parce que souvent c'est une question de preuve. Hein. Vous pouvez soupçonner que vous êtes discriminé, mais c'est très difficile d'avoir la preuve objective. Donc il y a maintenant un système pour livrer la preuve objective qu'il y a des entreprises qui évitent vraiment de donner des emplois à des gens d'origine étrangère. Et ça nous permet d'entrer en discussion avec les entrepreneurs, de dire pourquoi est-ce que vous faites ça? Quelle est la raison derrière cette discrimination? Pourquoi? Et ce que j'ai constaté, c'est un sujet très sensible. Ce que j'ai constaté jusqu'au présent, qu'il y a des réserves vis-à-vis certains groupes, mais que c'est différent de groupes. Allez, pour dire tout, il y a un problème entre l'Occident et le monde de l'islam. Et ce problème, les dernières années, est en train de devenir pire. Donc, il y a une crainte qui existe chez la communauté autochtone, comme on dit, qui a toujours vécu dans une société basée sur une société chrétienne, disons, qui est sécularisée, mais qui est stupéfiée du fait que des tendances extrémistes dans l'islam existent, et puisqu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, qu'ils ne connaissent pas trop de gens des communautés islamistes, qui ont peur de tout le monde, parce que si on ne connaît pas qui est qui, un réflexe humain est de dire, bon, je vais prendre aucun risque, et je vais éviter de donner un emploi parce qu'on sait. Vis-à-vis les Africains subsahariens, ça n'existe pas. Il y a un autre problème qui existe, c'est la sous-estimation des capacités des gens. C'est ce que je constate, on sous-estime toujours le talent qu'il existe. On dit, bon, ou quelqu'un d'origine africaine, il y a les clichés qui vivent, bon, est-ce qu'il va faire son boulot, est-ce qu'il va être à temps, est-ce qu'il a les capacités de le faire. Ça, c'est vraiment une discrimination qui est profonde et qui existe encore. Il faut le contrer par donner l'exemple, et la ville fait beaucoup d'efforts pour donner des exemples, pour montrer simplement qu'on a tort, en donner des emplois aux gens d'origine étrangère, et de livrer la preuve que cette discrimination est basée sur des idées fausses. Et il faut aussi présenter au secteur privé une vérité qui est très simple, à mon avis. Si on n'adopte pas la diversité, on n'a pas de futur. C'est très simple. Si on voit la démographie de la ville, si on voit le fait que maintenant déjà, on n'arrive plus à remplir les vacatures qu'il existe. Si on voit Umicore, 300 emplois, 300 vacatures, qu'on a difficulté pour trouver des gens, 300. Des autres entreprises, il y a une longue liste de gens qui ne trouvent pas des gens. Si on n'embrasse pas les gens, les jeunes qui vivent dans la ville, qui sont dans le groupe de 0 à 9 ans pour presque 70% des jeunes d'origine diverse, on n'a pas de futur. Et je constate que les grandes entreprises, et surtout les entreprises internationales, l'ont déjà très bien compris. On ne voit plus ce problème avec les multinationales. Là, ça n'existe plus. La discrimination est vraiment en train de diminuer, de s'évaporiser. Mais malheureusement, la force de l'économie flamande a toujours été les PME et les entreprises familiales. Et là, le changement, ça prend beaucoup de temps. Là, les gens sont fixés dans une certaine tradition de travailler. Et ils disent, moi, j'ai toujours fait comme ça,
J'ai toujours eu des employés comme ça, je veux continuer comme ça. Et ils me disent, bon, c'est à moi ici, moi je l'ai fait, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, je l'ai fait avec mes 2 mains, cette entreprise, et vous n'allez pas me dire, monsieur le bourgmestre, ce que je dois faire. Donc là, le changement prend beaucoup de temps. Moi, je pense que c'est la question clé pour l'avenir de cette ville. On peut travailler jour et nuit pour créer des opportunités économiques et d'attirer des investisseurs, et on a beaucoup de succès. Mais si ça ne mène pas à l'emploi des gens qui vivent dans la ville, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je fais, je suis aussi un entrepreneur dans le secteur public. Je donne le bon exemple. Et on fait des pas de l'avant, comme je vous ai dit. Et on doit continuer sur ce chemin. Les élections au Congo, ça c'est une question assez sensible. Vous connaissez ce pays et vous savez qu'il y a les francophones et les flamands et qu'il y a des différences entre les 2 groupes. Vis-à-vis le Congo, ça me frappe que la plupart des partis francophones de ce pays ont toujours plus ou moins donné du support au régime du Congo, dans le passé et aussi dans le présent. Dans la plupart des cas, ils font le choix on dit en flamand, le chemin facile, de weg van de minste weerstand. Et ça mène toujours aux gens qui ont le pouvoir. Dans les faits. Au nord, la situation est différente et certainement, et je ne veux pas entrer dans le conflit avec quelqu'un, mais on doit dire la vérité, la NVA est le parti le plus critique qui a beaucoup vis-à-vis le régime présent, vis-à-vis le président actuel qui n'a pas de légitimité. Donc la constitution du Congo est quand même claire, il ne peut plus être là. Il évite d'organiser des élections. C'est clair qu'il n'a pas vraiment l'intention de lâcher le pouvoir. Donc il est dans l'illégitimité. Donc on a utilisé l'influence qu'on a quand même au niveau fédéral pour quitter le chemin bilatéral. Donc on a presque arrêté toute la coopération bilatérale avec le gouvernement et on a... si on voit le montant de coopération qu'on a investi dans la coopération du Congo, presque tout maintenant est attribué à la raison des NGO, pour coopérer directement avec la population et d'éviter de coopérer avec le régime. Vous avez constaté aussi la grande réunion pour aider le Congo, pour aller rassembler des donateurs. Le Congo n'était pas là même. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas un grand amour, disons, entre la NVA et le régime. On veut bien continuer à aider la population congolaise, on veut même faire plus, mais ce qui est entre nous et ce rêve, c'est le régime actuel. Mais ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation institutionnelle? Ça, c'est une question difficile parce que le levier qu'on a ne suffit pas pour avoir un changement de régime. Ça, c'est clair. On a un certain levier, mais ça ne va jamais être suffisant pour avoir vraiment un changement. Allez, on ne peut pas faire une pression qui est suffisante pour forcer Kabila d'organiser les élections. Et la question que vous avez posée, pour moi aussi, c'est une grande question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est clair que le changement au Congo doit venir des Congolais. Et dès le moment où on voit un mouvement pour le changement, on doit faire tout pour le supporter. Mais pour nous aussi, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui va prendre à ce moment-là, à la moment actuel, c'est devenu difficile de voir quelles sont les forces qui peuvent se réunir, qui peuvent s'organiser pour vraiment introduire la démocratie au Congo. Ce qui serait une évolution excellente parce que le grand paradoxe du Congo, c'est que ce pays est tellement riche. C'est tellement riche. Si on a un bon leadership au Congo, c'est la seule chose que ce pays doit avoir, c'est un bon leadership.
et la richesse qui est là, la richesse potentielle qui est là. C'est le grand paradoxe. C'est la seule chose c'est le leadership, c'est un mouvement qui vraiment installe la démocratie au Congo, qui pourrait rendre des choses possibles. Mais c'est difficile à voir dans l'avenir comment les choses vont se produire.